Bonjour à toi, cher aventurier des internets, et bienvenue sur Cogite, je suis Guillaume, et notre sujet du jour va être le Vu dans le métro numéro 3, qui est le dernier des Yakuza de Jacques Adelstein. Et tout de suite, on se rend compte que je présente un ouvrage très différent de ce que j'ai pu présenter jusque-là, car il ne s'agira pas ici d'un roman, mais d'un témoignage d'une vie, donc une biographie d'un Yakuza racontée par Jack Adelstein, et le dernier Yakuza est très loin d'une vision romantique du samouraï qu'on a pu avoir dans le dernier des samouraïs, donc film de 2003. C'est tout à fait différent et je vais vous expliquer pourquoi. Alors tout d'abord, qui est Jack Adelstein? Donc Jack Adelstein, c'est un Américain de 51 ans qui est né à Columbia dans le Missouri. Et à l'âge de 19 ans, il déménage au Japon. Donc il fait ses études là-bas, et 5 ans plus tard, donc à l'âge de 24 ans, il finit ses études, et il est le premier journaliste non japonais à rentrer dans le plus grand quotidien du monde. Ce quotidien, c'est le Yomiuri Shimbun. Donc, je ne suis pas sûr de la prononciation, je vais le noter ici, et peut-être même, si l'envie m'en prend, je vais mettre un extrait audio euh, de Google Trad, hein, sans doute, pour savoir comment le prononcer. 読売新聞 Ce premier journaliste non japonais à travailler dans ce magazine. Et il est même détaché par le magazine dans le salon des journalistes de la police. Et du coup, depuis le press club de la police de Tokyo, il va couvrir les suicides, les meurtres, les disparitions, et cela pendant de nombreuses années. Sauf qu'au bout d'un moment, il va entrer en contact avec les mœurs. Et qui dit mœurs, dit tout simplement la criminalité organisée, et au Japon, les Yakuza. Et Jacques Adelstein donc va enquêter pendant des années sur le crime organisé au Japon. C'est là que la vie de Jake Adelstein donc va totalement être chamboulée, parce qu'il va s'intéresser, comme il ne fait pas les choses à moitié, au circuit de blanchiment d'argent des Yakuza. Et quand on commence à arriver à ce niveau-là, on s'intéresse aux plus grands dirigeants de ce monde. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va publier un article au Washington Post, donc aux États-Unis, sur ces circuits et sur les grands dirigeants. Et il passe instantanément de journaliste qui connaît le milieu, qui connaît la criminalité, à cible à abattre par l'un de ses dirigeants. Très rapidement, sa famille est rapatriée aux États-Unis, où elle va être mise sous protection par le FBI, mais lui va choisir de rester sous protection policière et avec un garde du corps au Japon pour poursuivre ses enquêtes. On a actuellement Jake qui est toujours, non pas un auteur, mais un journaliste de presse, et en fait, il met, on va dire, en valeur son expertise et décide de rédiger plusieurs ouvrages à ce moment-là. Donc il est principalement connu pour Tokyo Vice, qui a donc déjà un ouvrage et qui a donné lieu à une série. Je ne vais pas en parler plus ici parce que tout simplement je ne connais pas, hein, je ne l'ai pas vu cette série, je le ferai peut-être un jour, mais pour le moment non. Tokyo Vice, c'est son premier ouvrage, et moi aujourd'hui je vais présenter donc son second ouvrage, celui-ci qui est le dernier des Yakuza. Passons à la présentation du livre. Évidemment, je ne vais pas révéler d'éléments importants sur ce qui se passe dans ce livre afin que vous puissiez totalement en profiter lors de votre lecture ou relecture, et je vais plus donner un cadre général, une idée, et sentir un peu l'ambiance. Et la question qu'on peut se poser tout de suite, c'est comment un homme qui est recherché par un des plus puissants, ou si ce n'est le plus puissant, dirigeant mafieux du Japon, a pu interroger justement un de ces Yakuza pour raconter sa vie. Et la réponse est finalement étonnamment simple, parce que j'ai évoqué tout à l'heure un garde du corps. Il faut savoir que ce garde du corps, ce n'est pas n'importe qui. C'est un Yakuza. Et une autre question tout de suite apparaît. Comment convaincre un garde du corps, qui sont connus pour être taciturnes, un japonais, qui sont connus pour être taciturnes, et un Yakuza, qui sont connus pour ne pas particulièrement parler de leur vie, de raconter son histoire? Et la réponse est finalement encore plus simple que de rédiger l'histoire d'un Yakuza, c'est que le Yakuza en question vous le demande. Donc, Adelstein, en 2008,
alors qu'il est recherché donc par ce chef Yakuza, a besoin d'être protégé le temps qu'il rédige un article. Il faut savoir en fait que ce chef Yakuza lui en voulait et qu'il était soutenu par son clan, mais Jack Edelstein avait des informations qui, s'il arrivait à les faire publier, allaient transformer son ennemi, donc ce chef, de chasseur à proie. Parce qu'on allait découvrir en fait ses trahisons envers les membres de son clan. C'est dans ce cadre qu'il va rencontrer donc Saigo, qui est le fameux garde du corps et Yakuza, qui est décrit comme un géant, comme une tempête vivante, un Yakuza à l'ancienne, coulé dans un moule de tradition et d'honneur qui semble avoir été cassé après qu'il en ait été sorti. Et aussi, il déteste le Yakuza qui cherche à tuer notre journaliste, car cet homme manque aux règles ancestrales qui régissent normalement leur communauté. En fait, il va accepter de protéger notre journaliste parce que celui-ci est prêt à mettre sa vie en ligne de mire pour pouvoir publier justement ce fameux article qui va mettre à bas leur ennemi commun. Donc il accepte de le protéger, mais à une condition, et cette condition, elle est écrite directement à la fin du prologue, et je vais la lire. Donc, notre Yakuza. Quand cette histoire sera finie, tu écriras ma biographie. Je suis fier d'avoir été un Yakuza et je veux que mon fils sache qui j'étais et ce que j'ai fait. Je doute de vivre assez longtemps pour le voir grandir. Ce à quoi notre journaliste hésitant lui répondra: je ne vais pas faire l'apologie des Yakuza. Si je dois écrire quoi que ce soit, il faudra que tous les éléments soient pris en compte. Et la réponse finale, ce qui va conclure le prologue, Saigo répondra: je n'en attendais pas moins, il veut laisser une trace honnête de son passé trouble à son fils afin que celui-ci puisse le connaître alors que lui-même ne prévoit pas de survivre longtemps aux troubles à venir. C'est déjà là que va se jouer, dès les premières pages, la force de l'ouvrage, parce qu'on est sur quelque chose qui a été écrit par un journaliste qui veut absolument publier la vérité, on le sait parce qu'il est prêt à mettre en jeu sa vie pour dénoncer ce qu'il a pu trouver dans ses enquêtes, et en face, un Yakuza qui veut absolument la vérité pour la laisser en héritage. On rappelle que c'est un Yakuza à l'ancienne, qui est régi par un code d'honneur, qui s'applique lui-même ses propres chaînes morales, et donc on a deux hommes de volonté qui décident de collaborer pour écrire ce texte. Je vais essayer de résumer en quelques mots la biographie. Donc, Saigo, notre personnage principal, notre Yakuza, c'est un japonais qui est né dans les années 60, donc sortir de la Seconde Guerre mondiale, et qui est né donc d'un père japonais et d'une mère américaine. Et c'est là que commence déjà à se jouer la vie de notre jeune Saigo, c'est qu'il va être éduqué à mi-chemin entre une culture occidentale et une culture japonaise qui s'oppose énormément encore maintenant, mais encore plus à l'époque. Il est tiraillé entre les libertés américaines et les règles et la structure que cherche à appliquer naturellement la société japonaise, et en fait il va aussi gagner un physique exceptionnel, parce que l'alimentation japonaise, on la connaît, est très saine, on n'arrête pas de parler des centenaires qu'accueille l'archipel, mais l'alimentation qu'il va recevoir, préparée par sa mère, c'est une alimentation occidentale, qui va être beaucoup plus calorique, beaucoup plus riche que ce que proposent les Japonais, et il se construit un physique justement de titan. Mais ce qui va peut-être le pousser vers les exactions qu'il va faire par la suite, c'est qu'il est exclu. Au Japon, l'importance c'est le groupe, il faut faire partie du groupe, il ne faut pas être exclu. Et il devient rapidement l'américain, c'est le geijin. Et il y a quelque chose aussi qui est présenté dans le livre, c'est que ce terme geijin qu'on connaît aujourd'hui, généralement, qui désigne en fait l'étranger, eh bien, à l'époque, c'était encore pire que ça, parce que aujourd'hui c'est plutôt accepté. Mais le terme, si je l'ai bien compris, ce qui est marqué dans le livre, c'est que le terme original c'est Gaikokujin. Alors, le Gaikokujin, je vais essayer de reprendre, j'ai noté, donc Gaikokujin, donc étranger, ça se lit comme personne d'un pays extérieur. Donc il y a un premier caractère qui veut dire extérieur, un deuxième caractère qui traduit le terme de pays, et le dernier qui traduit le terme d'étranger. Et en fait, le Gaijin,
On enlève la partie koku, du coup, on enlève la partie pays, c'est l'homme de l'extérieur. Mais ça peut autant être compris comme homme de l'extérieur, homme étranger, et ce qui est décrit dans le livre, ça peut être aussi interprété comme non humain, en fait, extérieur à l'humain. Et donc tout de suite, il est exclu. Il est refusé par la société, il est refusé par le groupe, il est refusé par ses pairs. Et donc finalement, on va suivre le parcours d'un homme fort qui est exclu de la société et qui décide de tracer son chemin dans la violence. Au début, c'est relativement tranquille, il va commencer par la musique, ça va pas forcément marcher, il va devenir Osozoku. Donc, toujours pas sûr de la prononciation, mais c'était ces gangs à moto qu'il pouvait y avoir à l'époque. De là, par sa force, il va réussir à se faire remarquer par un yakuza qui va devenir son mentor. Et donc le terme, c'est Oyabun. Si je me souviens bien, Oyabun, ça doit être grand frère. Enfin, c'est le mentor yakuza qui va le suivre. Et la chance qu'il a à ce moment-là, c'est quand même que son mentor, c'est un mec réglo. C'est quelqu'un qui va lui appliquer des règles qu'il n'aura pas forcément eu jusque-là. Finalement, ce parcours, parce que je vais m'arrêter là, je vais pas révéler tous les éléments, mais ce parcours, c'est un peu le rêve américain, mais dans la pègre japonaise, en fait. Hein. C'est un homme qui est parti de rien, va réussir par ses efforts et par son travail à s'élever dans la société dans laquelle il évolue. Parce que la société dans laquelle il évolue, bah, c'est une société de Yakuza, c'est la pègre, c'est les exclus du Japon. Finalement, c'est un parcours qui va être toujours émaillé de violence, mais aussi de règles strictes et de passions dévorantes telles que pourront l'être le sexe ou la drogue. Sauf que des passions dévorantes quand on est un yakuza, c'est compliqué parce que ça coûte de l'argent et qu'on est dans une société où chaque personne doit reverser une partie de ses gains à son supérieur. Et si on ne les reverse pas, on peut être puni. Et du coup, il est toujours dans une difficulté entre ce qui le dévore, ses passions, et ce qu'il doit. La vie de Saigo, finalement, c'est un enchaînement continuel de coups de chance et de coups du sort. C'est une course avec lui-même qu'il se fait pour pouvoir maintenir son niveau de vie, rembourser ses dettes, mais aussi en fait la rencontre de personnes, de vrais mentors, donc ces Oyabun, qui par chance seront au moins réglo face à un monde qui est quand même rempli d'énormément de pourris. Et ça a pour conséquence aussi qu'il va chercher à quitter ce monde des Yakuza, et ça, il va réussir à s'ouvrir une porte de sortie en 2006. Chance, il réussit à en sortir en conservant sa vie et celle de sa famille, ce qui est très inhabituel. Donc c'est 2 ans plus tard, en tant qu'ancien Yakuza, qu'il va rencontrer notre auteur, Jake, et raconter cette histoire. Alors, si je dis ça, c'est aussi pour bien comprendre que c'est une biographie, et que si elle a été racontée en 2008 par notre auteur, c'est qu'il a survécu jusque-là. Donc, je ne spoil absolument pas, je ne dévoile rien de majeur en révélant qu'il est toujours vivant en 2006. La force de ce livre, en fait, c'est l'honnêteté de ton qu'on va avoir. Ce n'est pas du tout romancé. C'est aussi peut-être un peu sa faiblesse. Le style n'est pas romancé, c'est une écriture de journaliste, tout simplement. Il ne cherche pas à raconter une histoire, il donne des informations. Donc c'est naturellement un peu froid. Moi je m'attendais, dans une biographie, à avoir un minimum d'émotions qui cherchent à être transmises, mais pas du tout. On est sur un journaliste strict, il raconte l'information, c'est un petit côté séquencé, scandé. On peut avoir un petit souci dans la continuité du propos, ça se lit bien, mais par moments, on peut être amené à revenir quelques pages en arrière pour essayer de revoir exactement les éléments. Et surtout, on a une impartialité exemplaire. On cherche pas à nous dire s'il fait c'est bien ou c'est mal. On nous dit, voilà, ça, c'est ce qu'il a fait. Et il y a ça de terrible, c'est aussi qu'on est habitué à se dire, bon, forcément, le personnage qu'on suit, il est bon, c'est naturel. Sauf que là, on est tiraillé par l'immoralité de ce qu'on est en train de lire. On est sur une vie de criminel qui fait des actions de criminels qu'on ne peut pas accepter dans notre société. Et en même temps, on a l'information froide de ce qu'il a vécu. On se rend compte des raisons qui l'ont poussé à faire ça. Donc ces criminels, on ne peut pas l'accepter, mais en même temps, il y a une forme de compréhension qui finit par tisser. On voit toute la vie d'un homme, donc on cherche à le comprendre. On découvre aussi donc Saigo qui est dépité par ce que deviennent les Yakuza pendant le temps où il en fait partie, et même en le quittant.
Il est dépité de voir des petites frappes qui apparaissent, des gens qui font des rackets, qui agressent des personnes auxquelles il n'aurait pas eu le droit de toucher quelques années auparavant, des gens qui respectent de moins en moins les règles, mais en même temps on se rend aussi compte que même chez ceux de son époque, Saigo et les mentors qui l'ont créé, qui l'ont fait devenir un homme d'honneur dans son milieu, c'est 1%. Il faut comprendre en fait que c'est un Yakuza qui fait partie des 1% d'hommes respectant les règles, et ce 1% n'existait, il n'avait déjà que 1% pendant l'âge d'or qu'il a connu à ses débuts. On finit un peu, en tout cas moi j'ai fini un peu par m'attacher à ce personnage terrible, hein, à ce personnage qui ne m'aurait sans doute plus qu'effrayé si je l'avais croisé. Il est désormais temps, même si j'ai déjà commencé, d'avoir mon avis un peu plus succinct sur ce livre. Alors, ça reste une belle découverte pour moi, et je pense que ça le sera en particulier pour toute personne qui est déjà un peu intéressée par le Japon, mais qui cherche une vision honnête sur ce qui se passe et qu'on ne voit pas et sur lequel on ne communique pas. On en découvre un aspect plus sombre. Et je pense même un aspect que la plupart des Japonais ne doivent pas voir. C'est comme en France, je ne suis absolument pas au courant des dessous de la criminalité française. Donc là, on découvre une autre société japonaise, même si elle est moins dissimulée que la nôtre, parce que les Yakuza ont été pendant des années reconnus et acceptés avec leur plaque sur rue. En termes de notes, entre 7 et 7,5 sur 10, la peur que j'avais de ne présenter que des livres avec des bonnes notes se confirme. Comme je le disais, ce qui pose problème à ce livre, et ce qui en fait sa force, c'est que Jack Adelstein est un journaliste. Donc il a une plume journalistique. Il ne raconte pas, il ne romance pas. On a des fois du mal à faire le lien entre certains éléments. Si avoir sauté de longues périodes pour regarder l'essentiel, il ne faut pas l'oublier, notre auteur, définitivement, est un journaliste. Et si Tokyo Vice, qui a eu un grand succès, était en grande partie autobiographique, donc il avait son point de vue personnel, là on est sur une biographie. Il raconte en tant que journaliste l'histoire de quelqu'un d'autre. Et en plus, quelqu'un d'autre, qui on le rappelle, est un Yakuza, pas forcément l'homme le plus éduqué que l'on puisse rencontrer. C'est une brute en soi, c'est un criminel japonais, c'est quelqu'un qui va être sans doute très froid. Je ne peux que vous appeler à le découvrir ou le redécouvrir, et si tu l'as déjà lu, ou quand tu l'auras lu, tu pourras venir commenter, en discuter d'un commentaire. Même si tu ne l'as pas encore lu, tu peux déjà discuter d'un commentaire, mais vous pourrez échanger entre vous, peut-être je pourrais participer, lire un peu ce que vous en dites, et surtout, si je dis tout ça, c'est qu'il ne faut pas oublier de ne pas spoiler, évidemment, ce livre. Et si jamais vraiment votre propos doit appeler un spoil, indiquez-le dans le haut de votre commentaire et écrivez l'élément plus loin afin qu'on ne le voit pas juste en scrollant. Qu'encore une fois, je recommande vivement ce livre à tous les passionnés ou intéressés de Japon et qui souhaitent découvrir les aspects plus sombres en fait, de cette culture. Notre escale du jour arrive donc à sa fin, et si cela t'a plu, n'hésite pas à le partager, à commenter. Tu peux aussi aller voir une autre vidéo, parce que désormais il y en a quelques-unes, donc si tu les as ratées, tu peux aller les voir pour découvrir d'autres lectures, avoir d'autres livres à découvrir. Et aussi, évidemment, tout le monde le dit, tout le monde ne le fait pas, tu peux participer, devenir un membre actif de Cogite en t'abonnant et même en mettant la petite cloche afin d'être au courant de la sortie de la prochaine vidéo. Donc a priori, si je suis le rythme actuel, ça devrait être pour les vues dans le métro dans un mois, et si j'ai déjà sorti d'autres formats, sans doute une fois toutes les 2 semaines. Voilà. Merci à toi et bonne journée. Alors là, je sais pas si je vais mettre une petite musique, mais je vais rester là. Un petit peu. Juste pour que la vidéo ne se coupe pas trop rapidement. Ouais, voilà. Et si j'ai découvert comment mettre des petites bulles, peut-être que je mettrai un bouton d'abonnement par là. Genre là. Et voilà. Ça commence à devenir long. Il va falloir partir et voir une autre vidéo. Genre une de mes autres vidéos.
en fait. Bon, si t'es encore là, je vais arrêter moi-même, parce que on va pas s'éterniser. Allez, salut!